Aujourd'hui, on s'intéresse aux diverses manières que l'on a à notre disposition pour mesurer la distance focale d'une lentille convergente. On commence par des méthodes rapides mais pas très précises. La première consiste à placer l'objet très loin de la lentille, au moins une dizaine de distances focales, pour qu'il puisse être considéré comme quasiment à l'infini. L'image se forme alors dans le plan focal image de la lentille et on peut donc mesurer la distance associée. A noter que cela donne forcément une majoration de la vraie distance focale puisque l'objet n'est pas vraiment à l'infini et que ce très loin ne marcherait pas sur nos bancs optiques dès que la distance focale excède une vingtaine de centimètres. Il faut donc s'en méfier si jamais la valeur à mesurer est un peu grande. Une seconde méthode consiste à regarder directement l'image virtuelle d'un objet réel placé entre O et F au travers de la lentille. Attention! Avant de regarder directement, il faut baisser l'intensité lumineuse pour ne pas se brûler la rétine. Par exemple avec une feuille blanche qui disperse la lumière de la source avant l'objet. En regardant au travers de la lentille et en éloignant la lentille au fur et à mesure de l'objet, l'image est de plus en plus grande avant de basculer dans le flou. C'est juste avant ce point de bascule que se trouve la distance focale. A est alors en F et l'image est à l'infini, à condition bien sûr que vous ayez un œil normal ou que vous ayez regardé avec vos lunettes de correction. Ne les laissez donc pas poser sur le côté parce qu'elles vous glissent du nez lors de la visée. Cette fois-ci, l'estimation donne une minoration de la focale. Ces deux méthodes ne sont guère précises. Pour la première, on a déjà du mal à estimer la plage de netteté du fait que l'image est très petite et souvent très lumineuse. Mais pour cela, on peut mettre une feuille blanche entre l'ampoule et l'objet aussi pour atténuer un petit peu. Passons à des méthodes plus précises. On commence par une utilisation de la formule de Descartes. On impose une certaine distance entre l'objet et la lentille et on détermine la position de l'écran où l'image est nette. Lors de ces mesures, les plages d'incertitude augmentent à mesure qu'on rapproche l'objet de la lentille et que l'image s'envole vers les grandes distances. À ce propos, comme une mesure est dite compatible avec la mesure courante à condition que l'on soit à moins de 2 sigma, 2 incertitudes type de distance, alors pour estimer l'incertitude type, il suffirait de diviser par 4 l'intervalle de netteté, 2 sigma devant, 2 sigma derrière, quand celui-ci est prédominant devant l'incertitude type due à la lecture. Pour le traitement numérique, on peut calculer pour chaque couple de valeurs la distance focale associée via la formule de Descartes. En prenant pour valeur la valeur moyenne, on peut vérifier que 1 sur OA' suit une loi affine en fonction de 1 sur OA avec un coefficient directeur de 1 et une ordonnée à l'origine de 1 sur F'. Pour estimer l'incertitude type, on va simuler la répétition de 100 000 séries de mesures en tirant pour chaque série des points distribués autour des valeurs mesurées en suivant une distribution normale d'écart type l'incertitude type pour chaque mesure. Puis on stocke pour chaque simulation les valeurs trouvées pour la focale et finalement, en regardant la distribution des valeurs, on peut déterminer l'incertitude type via le calcul de l'écart type de la distribution des focales trouvées. Une autre méthode, assez rapide et relativement précise comparée aux deux premières, est la méthode par autocollimation. Il s'agit d'éclairer un objet, de faire passer les rayons par la lentille à mesurer, réfléchir ces rayons sur un miroir placé derrière la lentille et faire en sorte que ces rayons repassent par la lentille pour converger sur une image qui sera du coup du même côté que l'objet. Tout le jeu consiste à trouver la position de la lentille pour laquelle l'image se forme exactement à l'emplacement de l'objet, c'est-à-dire que l'image est bien nette et exactement de la même taille que l'objet considéré. Pour cette position, on a forcément que l'objet se trouve au niveau du plan focal objet de la lentille, puisque f s'envoie à l'infini par la lentille, le miroir donne de l'infini une image elle-même à l'infini, et cette image à l'infini sert d'objet à l'infini pour le repassage dans la lentille, qui converge donc tous ces rayons sur le plan focal image. Et comme on a retourné le sens de propagation des rayons, ce plan focal image se trouve du côté gauche de la lentille, c'est-à-dire à l'emplacement initial du plan focal objet, donc sur l'objet. CQFD. Ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est que quand l'image se forme sur l'objet, la distance lentille-objet correspond à la distance focale. Attaquons les deux techniques plus avancées et encore plus précises. D'abord, il y a celle de Bessel, qui repose sur le fait que lorsqu'on impose la place de l'objet et celle de l'écran, donc celle de l'image, alors, s'il est possible d'avoir une image, il y a deux positions différentes de la lentille qui permettent d'obtenir une image nette sur l'écran, l'une grande et l'autre petite. Cela découle directement du principe de retour inverse de la lumière, car si on fait partir les rayons de l'image, alors ils vont être déviés à l'inverse de la déviation précédente et focalisés au niveau de la position de l'ancien objet. On a donc bien deux valeurs de OA différentes qui permettent une même distance A'.
Si l'on note grand D la distance A' et petit d la distance entre les deux positions de la lentille, une mise en équation rapide permet de retrouver la valeur de la distance focale sous la forme f' qui vaut grand D au carré moins petit d au carré, le tout divisé par 4 fois grand D. Prenons cette fois-ci une unique mesure, même s'il serait certainement meilleur d'en avoir plusieurs à disposition, pour illustrer ce qui change par rapport au traitement numérique de Descartes dans ce cas. Avec une unique mesure, connaissant les incertitudes type sur grand D, faible puisqu'on choisit sa valeur, et sur petit d, plus grande du fait de la plage de netteté pour chaque position de la lentille, on va tirer 100 000 mesures où pour chacune d'elles, grand D et petit d varient autour des valeurs mesurées en suivant une loi gaussienne avec un écart type correspondant à l'incertitude type estimée lors de la mesure. Ainsi, on se retrouve avec un ensemble de valeurs de distance focale, calculées au vol grâce à la magie de NumPy, dont il ne reste plus qu'à estimer l'écart type pour tomber sur l'incertitude type. On remarque effectivement une incertitude type plus faible que pour les méthodes précédentes. Enfin, pour la technique de Zilberman, il s'agit de trouver la position de Bessel pour laquelle petit d est égal à 0 en conservant à tout instant la symétrie de l'objet et de l'image par rapport à la lentille. On déplace donc progressivement objet et écran vers la lentille en faisant attention de conserver la même distance de part et d'autre, et lorsque l'image devient bien nette, on continue en vérifiant que la taille de l'image correspond exactement à la taille de l'objet. En procédant de la sorte, c'est-à-dire en revérifiant que OA est égal à OA' et gamma est égal à 1, les deux en valeur absolue, alors la distance A' vaut exactement 4 fois la distance focale, et l'incertitude type sur cette distance focale correspond à celle sur A' divisée par 4, puisqu'on doit diviser A' par 4 pour avoir la distance focale. Le procédé est très précis, à condition de manipuler avec rigueur. La conservation de la contrainte sur les distances à l'objet et à l'image n'étant pas forcément aisée à mettre en œuvre en pratique sans un peu d'entraînement. Terminons en regardant si les différentes déterminations de la distance focale effectuées pendant ce TP sont bien compatibles entre elles. Pour ce faire, on va passer en revue tous les couples de méthodes contenus dans le dictionnaire des distances focales que l'on a défini au début du notebook et afficher pour chaque méthode la valeur trouvée correspondante et signaler si jamais un problème se pose, c'est-à-dire si le z-score est supérieur à 2. On en profite aussi pour trier au vol les clés en question par ordre d'incertitude croissante. Fort heureusement pour le groupe d'élèves dont j'ai utilisé les mesures, aucune n'est incompatible avec toutes les autres. Attendez. En fait non. On me glisse à l'oreillette qu'il semble y avoir un problème. Les valeurs trouvées par les méthodes de Descartes et de Zilberman ne sont pas compatibles. Il y a donc un souci quelque part. Alors regardons plus avant ce qui se passe pour Descartes, puisque Zilberman et Bessel s'accordent presque parfaitement. Peut-être y a-t-il un point de mesure qu'il aurait mieux fallu rejeter. Commençons par démarrer une nouvelle cellule pour expliquer ce que l'on veut faire et recopier les mesures de Descartes pour pouvoir les modifier à notre guise. On remarque d'ailleurs qu'initialement, j'ai discrètement supprimé la première mesure du lot qui, comme on va le voir, était hors cadre. On reprend donc les mesures, on calcule les inverses ainsi que la distance focale moyenne pour pouvoir regarder notre droite de régression en 1 sur OA plus 1 sur F'. À l'œil, on s'aperçoit effectivement que la mesure la plus à droite, donc la valeur de OA la plus forte en valeur absolue, est bien éloignée de la courbe. Mais il est difficile de savoir ce qu'il en est pour le reste. On va donc calculer ce qu'on appelle les résidus, c'est-à-dire l'écart au modèle affine que l'on va normaliser, c'est-à-dire diviser par l'incertitude type verticale de la mesure, pour pouvoir savoir si on se situe à moins de 2 incertitudes types de distance. C'est une version avec le signe du z-score. En regardant la courbe des résidus, on se rend compte qu'effectivement, le point le plus à droite est à plus de 5 incertitudes types de distance. Beaucoup trop loin pour le garder dans la série de mesures. Mais celui le plus à gauche est aussi à plus de 2 écarts normalisés, donc à supprimer puisqu'on ne peut plus le refaire n'ayant plus accès au matériel. En supprimant ces 2 points, les 5 qui restent sont quant à eux tout à fait dans les clous et donnent une nouvelle valeur de la distance focale parfaitement en accord avec toutes les autres déterminations, comme on peut le voir en refaisant tourner toutes les cellules du notebook. Cela montre qu'il faut toujours penser à regarder le détail des mesures effectuées pour détecter de possibles points litigieux et ne pas simplement se cacher derrière la prise d'une valeur moyenne.